Bonjour et bienvenue sur No Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un regroupement de RSSI, de collectivités territoriales, avec trois invités. Cyril Brun, bonjour Cyril. Bonjour. Mathieu Neumeyer, bonjour Mathieu. Bonjour. Et Jérôme Poggi. Bonjour. Bonjour Jérôme. Avec qui nous avons déjà réalisé 2 épisodes. Je vous invite vraiment à réécouter le dernier sur un retour d'expérience sur une crise ransomware. C'était vraiment très très intéressant. Pour discuter avec eux, les contributeurs No Limite Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Marc-Frédéric Gomez. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulot. Alors, en préambule, Cyril, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Oui, donc moi, je suis Cyril Bras, donc je suis le RSSI de la métropole de la ville et du CCAS de Grenoble. Et accessoirement, je suis aussi le vice-président de l'Institut national pour la cybersécurité et la résilience des territoires. Mathieu ? Mathieu Neumeyer, donc je suis le RSSI du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes depuis bientôt 3 ans. Et on est amené à collaborer pas mal de fois avec Cyril. Jérôme ? Jérôme Poggi, donc RSSI à la ville de Marseille. Alors Cyril, qu'est-ce qui a amené à la création de ce groupe ? Un premier constat, en fait, moi c'est pareil, je suis un peu comme Mathieu, ça fait 3 ans que je suis en poste et quand je suis arrivé, je me sentais un peu tout seul. Je trouvais que on communiquait pas, qu'il commençait à se passer des choses, que des collectivités commençaient à se faire pirater, même des fois des collectivités voisines, et que malheureusement on pouvait pas capitaliser sur l'expérience malheureuse des autres, ou bien apporter de l'aide. Et je me suis dit qu'il fallait peut-être faire quelque chose et essayer de regrouper les RSSI pour qu'ils parlent entre eux. Et j'ai eu l'idée au cours du FIC de l'année passée de créer une réunion de premiers RSSI pour voir ce qu'on pourrait faire. Donc l'initiative d'un club de RSSI, c'est janvier 2020, le FIC. Et à partir de là, les choses se sont embrayées et puis mes collègues nous ont rejoints petit à petit pour atteindre actuellement on est presque une centaine de représentants de différentes collectivités, que ce soit des villes, des métropoles, des départements ou des régions. Et des SDIS aussi. Et il y a des SDIS, pardon, effectivement, oui, il y a des SDIS. Alors, SDIS, Service départemental d'incendie et de secours, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas nécessairement ce type d'acronyme. Oui, c'est un gros défaut, ça, dans les collectivités territoriales. On utilise beaucoup de... Oui, enfin, c'est un défaut dans l'informatique et dans tout un tas de métiers. Et alors, c'est quoi la spécificité d'un RSSI d'une collectivité territoriale ? Outre que quand il arrive, il est tout seul. Qu'il arrive, enfin je sais pas, après je pense que je laisserai la parole à mes collègues, mais moi le sentiment c'était un retour en arrière en fait, l'impression que on a pris 10 ans de retard et d'un coup on se retrouve avec l'informatique d'il y a 10 ans quoi, et une vision de la cybersécurité d'il y a 10 ans. Alors que les cyberattaques se produisent de plus en plus avec des conséquences plus ou moins lourdes. Enfin, je sais pas si vous avez le même sentiment, Jérôme et Mathieu. Ouais, c'est un peu similaire. Quand on arrive là-dedans, on se dit c'est un très gros appareil dans lequel il est facile de se laisser des fois un peu entraîner assez loin. Un petit sentiment d'être un peu perdu au début comme Cyril, je pense. Et puis on finit par trouver un peu ses marques et par rencontrer des confrères qui partagent parfois des situations similaires, et on se rend compte que finalement on est loin d'être tout seul. On a affaire parfois, souvent même, à un retard de maturité qu'on essaie de combler le plus vite possible, en espérant passer entre les gouttes. Ce qu'on a fait pour l'instant, Cyril et moi, je pense, avec un peu de chance, ce qui a été un peu moins le cas de Jérôme. Oui. Mais bon, il en parlera mieux. Ouais. Moi, je peux dire aussi là sur la partie RSSI de collectivité, c'est aussi le RSSI qui a pas trop d'argent, qui est pas super reconnu non plus. Quand tu dis qu'il n'est pas super reconnu, c'est par rapport à quoi ? D'une manière générale, je pense que c'est la hiérarchie, que ce soit en interne ou en externe, voilà.
le RSSI, c'est toujours celui qui est malheureusement vu comme celui qui dit non, celui qui bloque les projets, celui qui voilà. Et pourtant, on fait tout ce qu'on peut pour faire avancer les projets, et voilà. Et en plus, c'est surtout celui qui est averti au dernier moment, c'est-à-dire on met en prod, ah ben, écoute, tu fais de la sécu, ben, va falloir me sécuriser tout ça, hein. T'as 24 heures. Dans cette association, alors vous vous réunissez, vous faites des visios à 100 et vous partagez ces retours d'expérience pour essayer d'en tirer quelque chose. Vous avez fait des groupes de travail ou vous fonctionnez par région? Comment ça marche? Pour l'instant, c'est juste les débuts. En fait, ça s'articule autour de deux trucs. On a d'un côté une liste de diffusion sur laquelle on peut échanger des messages, des sujets, etc., qui commence à atteindre ses limites parce que à 100 personnes, il y a plein de sujets et si t'es pas connecté tous les jours dessus, t'arrives, il y a 400 mails à regarder, donc c'est vite compliqué, donc ça, on atteint les limites. Et puis de l'autre côté, on a mis en place une plateforme qui nous permet de partager des IOC, donc des indices de compromission, des éléments techniques en fait, pour pouvoir s'améliorer et partager plus facilement ces éléments-là. Et je compléterai le propos de Jérôme sur le mal-être du RSSI. Le RSSI dans une collectivité, il est souvent à N-12, donc autant dire qu'il est inaudible, il est sous la DSI la plupart du temps, et ça aide pas. En fait, on se retrouve, enfin moi c'est mon cas, je trouve difficile parfois d'être jugé parti. Il n'y a pas de direction des risques ou de secrétariat général ou de gens comme ça qui pourraient vous aider dans une collectivité territoriale? Si. Il y en a, mais ils n'ont peut-être pas perçu le sujet cyber comme étant autre que technique. Non, c'est vrai que dans les collectivités, c'est toujours dans la DSI, oui. Alors, il y a des structures, je pense notamment chez moi à la région et à d'autres collègues régionaux, il y a des structures qui sont organisées avec une direction audit et risque, qui normalement essaye d'accompagner la partie risque au sens large dans la DSI, mais ça va pas concerner que le risque cyber, ça va aller bien au-delà, ça va être très macro. Et puis on se rend vite compte avec nos collègues que malgré toute la bonne volonté dont ils peuvent faire preuve, sur la partie SSI, on est tous encore, je pense, très très verts dans les collectivités. On manque de maturité. Alors on apprend vite, à marche forcée pour certains quand on se fait taper, mais on a encore ce petit déficit qu'on a du mal à combler pour l'instant. Et je rejoins mes collègues, effectivement, on est souvent assez bas. Quand on a la chance d'avoir une hiérarchie qui nous suit, qui nous écoute, c'est beaucoup. Quand elle nous suit, c'est encore mieux. L'actualité récente et puis les nombreuses élections qui se sont fait un peu perturber ces dernières années sont quand même pour nous des facteurs d'accélération dans notre action. Je sais pas ce qu'en pensent mes deux collègues, mais en tout cas moi c'est comme ça que je le vis un petit peu en interne, quoi. À peu près la même chose. En tout cas, les cyberattaques, tel que l'exemple de Marseille, finalement, ça a été un super déclencheur. Pour nous, d'un coup, le sujet cybersécurité est apparu aux yeux de beaucoup de monde. L'actualité a pas non plus démenti ça, puisqu'en 2020, il y a eu une telle quantité d'attaques contre les collectivités. À la fin, on en était presque à une collectivité par semaine dans la presse qui se faisait pirater, donc c'est colossal. Là, ça nous aide beaucoup. Ça a aidé à nous sortir de l'ombre un petit peu. Je sais pas si vous pensez pareil. Mais est-ce que ça t'a permis d'avoir des moyens? Non, pas particulièrement, mais déjà ça a permis d'avoir de la visibilité. D'un coup, le sujet cybersécurité a été un peu plus pris en considération, enfin en tout cas me concernant. Ouais. Moi pour ça, je dirais que ça m'a permis quand même d'avoir un peu des moyens. Voilà. Il y a eu effectivement une amélioration. La prise en compte de la cyberattaque nous a permis d'avoir quand même un peu plus de moyens et une visibilité non négligeable jusqu'à aller au maire, puisque le maire lors des vœux en fin d'année en a parlé, quoi. Alors là autour de la table il n'y a pas de représentant de département. Est-ce qu'un département c'est vraiment similaire à une métropole ou une région ou c'est différent en matière de cybersécurité, j'entends.
Je vais laisser les collègues parler. Non, vous. Les problèmes, non, on a les mêmes. En fait, il y a des choses qu'on a en commun. Alors, on a l'organisation qui est souvent la même, et on a un autre gros problème, ce sont les fournisseurs de solutions logicielles, qui eux font vraiment certains n'importe quoi avec la cybersécurité, mais c'est une catastrophe. Oui, mais ils veulent pas l'entendre. Ils le font plus avec les collectivités que pour les autres. C'est ça que. En fait, on a des développeurs de solutions spécifiques pour les collectivités. Donc, ils sont dans un marché de niche, sans concurrence, où ils dictent leurs lois. Et nous, on arrive avec nos gros sabots de RSSI, et ils nous regardent et ils rigolent. En fait, parce qu'ils se disent, non, mais vous êtes les seuls à nous le dire. Ça, c'était le truc typique. Donc, la création du réseau de RSSI, c'était aussi pour un peu montrer que on n'est pas tout seul à penser qu'ils font un peu n'importe quoi. Mais c'est malheureusement encore le cas. Et je pense que ça, c'est commun aux départements, aux régions, aux métropoles, aux villes, un peu à tout le monde. Donc en fait, c'est pour exercer une forme de pression sur les fournisseurs logiciels des collectivités qui ont tendance à profiter et ne pas du tout intégrer la sécurité dans leur logiciel. Alors, pas pression, parce que ça sous-entendrait qu'on a beaucoup plus de pouvoir que ce qu'on nous donne réellement. Mais en revanche, ça permet de rééquilibrer un peu le rapport de force et d'exercer une forme de contre-pouvoir à l'autorité parfois abusive dont se dotent certains éditeurs ou certaines directions métiers qu'on peut avoir en interne qui exigent des développements ou l'achat de solutions sur étagère sans prendre en compte les problématiques de sécurité et de protection de la donnée. Nous, on est là un peu pour ça et pour exercer ce contre-pouvoir un peu en interne, cette fonction un peu de père fouettard. Et la grande richesse qu'on trouve auprès de nos collègues du réseau des RSSI de collectivité, c'est que quand on est face à un acteur qui nous dit je comprends pas, vous êtes le seul à me demander telle ou telle mesure de protection, on lève la main, on va voir les copains, et en fait non, on est 50 à demander la même chose. C'est juste que diviser pour mieux régner, on est parfois en face de ça. Et on a des fois des clients internes entre guillemets qui nous demandent comment ça se fait qu'on est les derniers à avoir implémenté telle ou telle solution, comment ça se fait qu'on n'a pas fait ci, qu'on n'a pas fait ça. Puis quand on regarde avec les collègues, pareil, on se rend compte qu'en fait on n'est pas du tout les derniers. Mais les DSI des collectivités, ils n'avaient pas déjà une association dans lesquelles ils discutaient entre eux ? Oui, il y a Cité Plus. Et alors dans cette association, il y avait pas de voix au RSSI. Ah ben non, c'est DSI, c'est pas RSSI. Oui. C'est ça. En fait, le gros souci, c'est encore une fois, vraiment le positionnement du RSSI est la plus belle illustration, mais la préoccupation d'un DSI, la cybersécurité, ok, ça en fait partie, mais c'est pas sa préoccupation numéro 1. Lui, son objectif, c'est maintenir en condition opérationnelle, répondre aux attentes des élus, des directions, et réduire les jusqu'à coûts. présent, la cybersécurité, voilà, aussi, et la cybersécurité n'était pas la priorité. C'est clair. Enfin, moi, c'est comme ça que je le perçois au fil du temps. De quels outils vous disposez pour essayer d'améliorer la sécurité dans les développements logiciels fournis par des tiers ou des sous-traitants ? Parce que c'est quand même un problème qui n'est pas spécifique aux collectivités territoriales. Je veux dire, absolument tout le monde achète du logiciel sur étagère ou réutilise des composants open source. Derrière, c'est quoi ? C'est scanner avec du SonarCube, c'est demander de l'intégration continue, c'est faire des pentests, c'est forcer l'utilisation de langage sûr dans les développements, ou de framework, de bibliothèques sécurisées. C'est quoi les leviers d'action ? Moi, ma vision aujourd'hui, et je laisserai mes collègues rebondir là-dessus après, ma vision aujourd'hui, c'est que ce problème, on l'adresse de deux biais. On a d'un côté tous les développements historiques qu'on a du mal à faire vivre en termes de sécu, et qu'on a du mal à maintenir, mais on fait un peu avec les moyens du bord. Et d'autre côté, tout ce qui est nouveaux outils, nouveaux développements, où là, oui, on va se baser sur du SonarCube, on va demander, comme c'était mentionné, toute la partie intégration continue. Ce qu'on n'a pas forcément les moyens de faire en fonction du niveau de maturité des équipes de développement ou de l'urgence du métier. Après, on va essayer de rattraper le coup a posteriori avec du pentest et on va essayer de mettre en valeur certains risques pour faire de la correction a posteriori. C'est pas souhaitable, mais quelque part c'est un moindre mal, quoi.
Moi, sur la partie pentest, je vous cache pas que je l'ai sorti dernièrement. Hein. Voilà. J'ai une équipe de testeurs d'intrusion et qui ont passé un bon mois sur un périmètre particulier. Et voilà, le rapport, il fait plus de 200 pages, quoi. Donc il y a du boulot. Mais le rapport, il est transmis à l'éditeur du logiciel et il en tient compte ou il s'en moque? Ah non, là, celui-là, le rapport, c'est pour du développement. Il y a du développement interne, il y a un peu tout. Parce qu'en plus, il faut savoir que très souvent, on a d'autres services, d'autres directions qui font du shadow IT. Donc du coup, on se retrouve avec des machines hébergées je ne sais où, hein, sur du Azure, du Amazon, du OVH, n'importe quoi, et quelquefois on le découvre presque par hasard et on est obligé de faire un test d'intrusion dessus pour évaluer la sécurité, quoi. Oui, mais je vous rassure tout de suite, hein, ça c'est universel, c'est pas du tout spécifique. Oui. Enfin, il n'y a pas que vous hein, qui ayez ce genre de situation. Tu sais, hein, voilà, c'est effectivement. Non, mais on se sentait tout seul. Là, au moins, ce regroupement de RSSI, c'est pas le bureau des pleurs, mais on se remonte le moral. De temps en temps, c'est les petites victoires d'un font plaisir aux autres. C'est aussi ça. Et vous avez essayé les associations. Thérapie de groupe. Oui, mais un petit peu, ouais. Vous avez essayé les. C'est pas les RSSI anonymes. Vous avez essayé les associations de RSSI. De tout type, enfin, il y a des tas d'associations qui réunissent les RSSI de manière régionale, de manière nationale. Et ces associations, elles répondaient pas du tout aux attentes spécifiques des RSSI de collectivités territoriales. En fait, vas-y. Je pense qu'on a tous la même attente et à laquelle effectivement ces assos ne peuvent pas forcément répondre. C'est que souvent l'adhésion à ce type d'organisme représente une part non négligeable de notre maigre budget en RSSI. Parce qu'aujourd'hui, même quand on a de la visibilité, on n'a pas forcément le budget, comme le disait Cyril, et bon, on doit faire des choix, on doit choisir nos combats. Oui, donc il faut une association où il n'y a rien à payer pour participer, c'est ça. C'est notre première. C'est un peu ça. Le premier postulat de base. Et après, il y avait aussi l'idée de pouvoir partager en toute confiance. Et ce qu'on veut pas, c'est que dans ce groupe de RSSI se trouvent des vendeurs de solutions qui profitent du marché potentiel qu'on représente et l'échange en confiance. C'est surtout ça. Si ce sont des vendeurs, ce ne sont pas des RSSI. Non, mais on pourrait imaginer des cas de collectivités qui auraient sous-traité la SSI à l'extérieur et du coup pas par des agents recrutés par les collectivités en tant que telles et qui pourraient profiter de cette manne donc en fait, qu'on représente. Non, mais là, après ce soir, ça risque plus. Hein. Ils se rendent compte que tu peux pas payer les frais pour une association. Ils viendront plus rien te vendre. Je te rassure. Non, mais... tu les as carrément... Là, tu les as effrayés là. L'idée, c'est que vous êtes tous soit contractuels, soit fonctionnaires territoriaux. C'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y en a aucun qui est sous-traitant, genre RSSI à temps partagé ou quelque chose comme ça, quoi. C'est ça que vous voulez dire. On n'a pas, non, pour l'instant, on n'a pas eu le cas. Et vraiment, non, mais l'idée, c'était surtout ça. Éviter qu'on représente un listing commercial potentiel, quoi. Sachant déjà que moi j'ai eu entre 2 et 3 sollicitations commerciales. Ah bon, vous êtes dans un groupe de RSSI, vous voulez pas présenter mon produit, vous voulez pas en parler de mon produit, voilà, ça va pas louper, quoi. Hein. Et après nos limites sécu, ça va pas s'améliorer. C'est clair. Mais alors, qu'est-ce que vous mettez comme ressources à disposition? Est-ce que c'est des groupes email? Est-ce que c'est un Slack pour pouvoir mieux gérer ces différentes conversations? Est-ce que c'est une instance MIPS pour échanger des IOC? Est-ce qu'il y a un IRC? Qu'est-ce que vous proposez comme ressources? Pour l'instant, on a des ressources limitées, on va dire, mais qui sont amenées à évoluer parce que ce réseau s'inscrit dans une démarche en lien avec l'ANSSI, qui nous apporte un soutien d'organisation et une partie comment dire, des moyens de communication pourrait s'appuyer sur une solution qu'on est en train d'évoquer avec eux, de travailler avec eux.
Et vous avez une instance MIPS? Et on a une instance de MISP, ouais, qui nous permet ce fameux partage d'IOC. Et comment est-ce qu'on vous rejoint? Parce que si vous voulez éviter les vendeurs, les prestataires extérieurs, etc., j'imagine qu'il y a un système pyramidal avec du parrainage, ou est-ce que vous contrôlez tout sur LinkedIn, ou comment ça se passe? Exactement. En fait, on a mis en place un processus d'adhésion qui, d'une part, est basé sur de la cooptation, et le deuxième est basé sur la fourniture d'une fiche de poste qui indique que dans la collectivité, la fonction RSSI est remplie, ou en tout cas la fonction SSI est remplie, parce que malheureusement, il y a des collectivités qui sont pas dotées ou qui sont pas suffisamment volumineuses pour avoir un RSSI, mais qui ont un ingénieur sécu et qu'on accepte aussi dans le réseau. Et vous avez une idée de la taille maximale que peut atteindre votre association? Enfin, les gens qui font de la sécurité dans les collectivités en France, ça représente combien de personnes? Après, on peut imaginer que... Ouais, non, mais surtout, c'est par rapport à la taille des collectivités. Il y a une masse critique. Les petites communes, le sujet n'est pas adressé. Ça va commencer à partir des communautés d'agglomération un peu plus grandes, les métropoles, les villes conséquentes et les départements. Et les régions aussi. Oui, les régions et les départements, c'est assez facile. C'est au niveau de la taille des métropoles ou des communautés de communes que va situer le curseur qui donnera le nombre de personnes pouvant se dire RSSI de collectivité. C'est ça. Pour l'instant, on est à une centaine. Au bout d'un an, on en a une centaine de... Ça correspond au département. Hein. Voilà. Ah non, c'est des... Oui, je sais déjà, bien, les départements, ça doit faire 100. On n'a pas tous les départements. On n'a même pas toutes les grandes villes. Le fait que vous fassiez tout en virtuel comme ça, j'imagine que c'est un petit peu obligatoire à cause du Covid. Si un jour la pandémie se termine, est-ce que vous envisagez de faire des réunions physiques, ce genre de choses, ou est-ce que finalement, de par la nature totalement répartie des collectivités territoriales, le travail à distance est la seule option? Non, c'était même prévu dès le début, et la crise est venue nous frapper de plein fouet, mais dès le départ, on avait prévu d'organiser quelque chose qui permette de se regrouper. Normalement, il devait même y avoir un événement au cours du FIC qui aurait pu être organisé à destination des RSSI. Malheureusement, le FIC étant décalé au mois de juin, cette partie collectivité est un peu tombée à l'eau. En tout cas, a été décalé. Ça va être un événement à part qui viendra dans le cadre de l'Institut dont je suis vice-président au mois de septembre ou octobre. Donc voilà, oui, après, on prévoit de faire quelque chose parce qu'il faut qu'on se rencontre. Virtuel, c'est bien. On a réussi quand même à se regrouper à 100 en étant qu'en virtuel, mais le contact physique, c'est indéniablement nécessaire. Mais c'est quand même un petit peu en lien avec ma question précédente, parce que si à la fin vous êtes 2000, ça va commencer à devenir difficile d'aller faire une brasserie à Lille, quoi. C'est ça. Mais ça serait beau si on arrivait à 2000. Hein. À ce moment-là, je pense qu'on aura eu d'autres problèmes à gérer. Et aujourd'hui, donc, qu'est-ce que vous attendez de nos limites sécu? Puisque j'imagine que tous ces RSSI doivent plus ou moins se connaître, en particulier les fonctionnaires qui sont amenés à faire carrière, à être mutés d'un endroit à un autre. Donc potentiellement, vous avez à disposition l'intégralité du carnet d'adresses, enfin la liste de tous les RSSI. Est-ce que vous sollicitez éventuellement des contributions extérieures? Est-ce que vous avez des présentations faites par des tiers, je sais pas, des pentesters qui pourraient venir parler d'un logiciel qu'ils ont audité, ce genre de choses? Ou est-ce que vous restez uniquement entre RSSI? C'était une question très longue, désolé. Ouais, non, mais pour l'instant, le problème s'est pas posé, en fait, parce que, et puis vraiment, je laisserai la parole, parce que je veux pas parler tout le temps, mais on a plutôt traité nos problèmes déjà entre nous, faire le point entre nous, quelles sont nos difficultés, etc. Là, le fait d'intervenir sur un média comme le vôtre, je pense que c'est intéressant parce que ça va peut-être nous faire connaître que ce réseau existe à des RSSI qui sont tout seuls dans leur coin et qui pleurent tout seuls et qui aimeraient pleurer avec nous. Mais voilà, je pense que c'est... Oui, alors on rigole beaucoup là, donc faut arrêter de faire croire que les RSSI des collectivités pleurent. Hein. Non, mais on se soutient. Non, mais c'est vraiment important ce côté soutien. Enfin, moi, je le vis comme ça. Le fait de pouvoir échanger entre nous, de partager les succès et les échecs, ça fait progresser tout le monde. Et est-ce qu'il faut vraiment faire partie d'une collectivité territoriale ou si on est un RSSI esselé, on peut essayer de vous rejoindre?
C'était plutôt destiné collectivité territoriale dans l'esprit au départ. En tout cas, service public. Maintenant, ça dépendra peut-être de l'organisme. Je veux dire, les SDIS, les SDIS ou les SMIS, donc les services métropolitains d'intervention et de secours, c'était pas forcément pile poil similaire à un département ou une région ou une ville au départ. Donc après, faudra voir comment vit le groupe. C'est ça, en fait, la crainte, c'est d'exploser en vol. Donc, on va y aller doucement. On commence déjà à regrouper les RSSI de collectivité. Et puis après, si notre démarche peut donner des idées à d'autres types de RSSI, on est prêt à donner la recette. Hein. Il n'y a pas de brevet. Par contre, vous avez peut-être des goodies très originaux, et auquel cas il faut les garder jalousement pour que leur valeur ne se déprécie pas. Ah, ça, on verra quand on aura du budget. Et actuellement, donc, vous êtes une association ou vous avez quel statut ? On n'est rien pour l'instant. C'est informel. Et on commence à structurer ça, comme je l'ai dit, en lien avec l'ANSSI. On est dans une démarche de préfiguration de ce que ça pourrait devenir. C'est sûr que tôt ou tard, il va falloir que ça soit une association ou que ça ait une représentation juridique ou légale. Mais pour l'instant, on en est juste à rassembler les forces. Et est-ce que vous vous êtes mis d'accord sur un nom ou pas encore ? Quelque chose dans la partie qui émerge en lien avec l'ANSSI, ça s'appelle Club RSSI. Bon, c'est à voir comment ça va vivre. Pour l'instant, c'est juste comme je dis, une préfiguration. Donc c'est le nom est secondaire, on va dire, pour l'instant. Pourtant, quand on travaille dans la sécurité, le nom, le logo, le site web, c'est la base quand on publie une vulnérabilité ou quand on va se faire connaître. C'est prévu, mais bon, pour l'instant, voilà, chaque chose en son temps, quoi. Et vous utilisez des canaux de communication sécurisés, genre, je sais pas moi, Tixeo, Oldvid, des choses comme ça ? On en utilise un de ceux-là, effectivement. Vous voulez pas dire les noms ? Ça veut dire qu'ils utilisent probablement un logiciel chinois ou américain. Ah non, français. Ah oui, ça nous ressemblerait bien. Ah non, du français, vraiment. En plus, moi j'ai remarqué quand même qu'on essaye vraiment de promouvoir les sociétés françaises, faire marcher le local. Voilà. Ça aussi, c'est une des choses au niveau collectivité qui se développe pas assez. Ce qui est dommage, c'est que vraiment une collectivité, elle devrait faire tourner le local. C'est souvent des petites équipes pareilles qui sont seules. L'avantage d'être en local, c'est qu'ils sont proches. Bon, je sais que Vous utilisez Chap ou pas, pour être clair ? Non. Eh ben non, Chap, on peut pas l'utiliser parce qu'ils sont pas en .gouv.fr. Ouais. Voilà, alors, c'est ça. On pourrait utiliser Chap. On aimerait bien, mais on peut pas. Utiliser les Chap, mais il faut signer une convention qui est assez compliquée avec faut que ce soit le DSI qui signe, faut que, enfin voilà, c'est. Après, ça devient vite. Ça devient compliqué. Ça va vite devenir assez lourd si déjà on est 100 à devoir signer des conventions. Le jour où on sera 2000, comme disait Cyril, ça va être un peu compliqué. Mais il y a un sujet justement qui est parallèle à cette question sur les outils de communication. C'est tous les outils d'échange qu'on peut avoir, et ça c'est un point autour duquel on a un peu tourné ces dernières minutes. Il y a quelque chose qu'il faut quand même noter, c'est que dans ce réseau de RSSI, on a quand même énormément de dynamiques d'échange, que ce soit d'outils, de benchmark, que ce soit des outils internes ou pas. Il n'y a pas tellement de limitations sur le partage qu'on peut avoir les uns avec les autres. Il me semble que d'ailleurs, je ne sais plus si Cyril tu l'avais évoqué, mais je crois qu'on a une plateforme sur laquelle on s'échange divers contenus, voilà, qui nous sert un peu de bloc-notes commun.
Oui, il y a bien un outil qui a été mis en place. Ça commence, hein, comme on dit, hein, on apprend à marcher, quoi. Voilà. Est-ce que vous allez essayer de vous mettre d'accord pour pousser les outils ou les prestataires qui vous intéressent pour qu'ils puissent être référencés à l'UGAP? Parce que bon, je me souviens quand moi j'étais consultant, les collectivités, soit elles passaient par l'UGAP, soit elles galéraient comme c'est pas possible avec les marchés publics, perdaient du temps, etc. Et donc au final, l'idéal c'était que les prestataires, les éditeurs qui contribuent réellement à aider la collectivité soient à l'UGAP. Est-ce que vous avez pour ambition d'essayer de vous coordonner dans un tel cadre ? Pour l'instant, on n'en est pas là. Je pense que la priorité serait plutôt de travailler à faire émerger plus un label de cybersécurité qui s'appliquerait aux fournisseurs de solutions logicielles que d'essayer de pousser les gens à aller à l'UGAP, quoi. Clairement, on a l'habitude de galérer avec les histoires de droits de vie quand c'est nécessaire ou autre. Un label de cybersécurité sur les produits des collectivités qui ne sont pas du tout cybersécurité, mais métiers, hein. Exactement, ouais, c'est ça. C'est ce dont on parlait tout à l'heure, quoi. Les fournisseurs. Le nom me revient pas maintenant, mais voilà, ouais, qu'on ait en gros un socle d'exigences communes. C'est ça qui serait déjà un bon point de départ. Pour qu'on puisse dire, vous voulez travailler pour les collectivités, ben voilà, le cahier des charges standard, c'est ça. Et éviter aussi qu'il soit... Ça, par contre, oui, ça fait partie. Et éviter aussi qu'il soit réécrit 15 fois par 15 RSSI différents, quoi. Ouais. Bah, ça nous fait gagner du temps à tous. Et puis, sur 100 personnes, on a tous des affinités plus ou moins différentes. Il y en a qui sont techniques sur de l'architecture, il y en a qui sont techniques sur du pentest, d'autres du forensique. On en a qui sont plutôt fonctionnels, plutôt gouvernance pour certains autres. L'avantage qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, on peut adresser un peu tous les sujets auprès de nos éditeurs ou de nos partenaires. Et la rédaction d'un cahier des charges ou d'un socle commun, ça s'inscrit parfaitement à la fois dans notre démarche et dans nos compétences communes. Ok, Nicolas l'a un peu évoqué, mais est-ce qu'il y a une façon dont on pourrait vous aider ? Déjà, le fait qu'on soit là, c'est une aide, comme je l'ai dit, hein. Qu'on gagne de la visibilité, c'est une bonne chose. Que les RSSI qui ont besoin d'aide puissent se joindre à nous, ça, voilà, je pense que le fait de passer par vous, c'est un très bon rebond. Mais après, on fait comment pour te quel... joindre? Comment s'ils veulent te joindre, ouais. Et alors, ils vont sur LinkedIn et ils me contactent via LinkedIn, ça peut marcher. Ok. Est-ce que l'un d'entre vous souhaiterait apporter le mot de la fin? Jérôme. Allez, viendez, vous serez plus tout seul. Non, mais on a l'impression que vous êtes une cellule de soutien psychologique, là. Mais non, mais parce que vous n'avez pas idée de la détresse dans laquelle on est parfois. Mais écoute, moi je croise régulièrement des RSSI de collectivités territoriales. Ils sont absolument pas dans la détresse. Eh bien alors, il faut nous les amener. Ils viendront nous remonter le moral. Ou alors ils sont pas dans Très bien, bon. Bon, le message est passé en tout cas et il était clair. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Jérôme, Mathieu et Cyril. Merci à vous. Merci aux contributeurs. Merci, ouais. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir.